Bonsoir Pauline. Et à la une de ce journal de l'Afrique, l'enquête sur l'assassinat des reporters de RFI revendiqué par AQMI qui progresse. Celui qui a planifié l'action aurait probablement été identifié. Il s'agirait d'un Touareg, le propriétaire du véhicule qu'on a retrouvé à côté des corps sans vie de nos confrères. Tensions diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc, les tensions qui ne faiblissent pas. Mohamed VI a prononcé un discours accusant l'Algérie de bafouer systématiquement les droits de l'homme. Réponse aux récentes critiques d'Alger sur la situation du Sahara occidental. Le franco-togolais Kofi Yamian, ex-député du Finistère et candidat à la présidentielle au Togo, vient de publier Afrique, l'introuvable démocratie. Il sera notre invité à la fin de ce journal. Et au lendemain de la revendication par AQMI de l'enlèvement et de l'assassinat des 2 envoyés spéciaux de RFI près de Kidal, l'enquête semble progresser rapidement. Celui qui a planifié cette action aurait probablement été identifié selon l'agence France-Presse qui cite une source sécuritaire malienne. Il s'agirait du propriétaire du véhicule qui a servi à l'enlèvement. On va en parler tout de suite avec notre invité sur ce plateau, Florent Angel. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du bureau Afrique de la FIDH. Le suspect serait un Touareg du nom de Baye Bakabo, qui est soupçonné d'avoir planifié les enlèvements pour le compte d'AQMI, d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, et plus précisément d'Abdelkrim Al-Targhi. Est-ce que cette nouvelle information, d'après ce que vous savez, semble plausible ? Oui, parce que ce qui était très compliqué dans l'analyse de la situation de l'assassinat de Ghislaine et Claude, c'était de comprendre les motivations premières, ainsi que le mode opératoire et pourquoi est-ce qu'ils ont été assassinés. Je rappelle quand même que c'est la première fois que AQMI assassine une femme, notamment. Pourquoi les emmener à 10 km de la ville pour les assassiner, si ce n'était pour les prendre en otage. Et cette relation qui existe entre le propriétaire de la voiture, Abdelkrim Targhi, et le timing un peu de tous ces événements nous laisse penser qu'on était bien aujourd'hui dans un scénario où il s'agissait de prendre en otage des journalistes français de RFI pour avoir des rançons, et que ce scénario a mal tourné. Et la question qui se pose du coup maintenant, c'est de savoir pourquoi ils ont été exécutés, pourquoi ça a mal tourné, qu'est-ce qu'il y aurait comme hypothèse ? D'après ce qu'on sait sur les informations qui ont été publiées aujourd'hui, c'est que la panne du véhicule aurait provoqué soit une panique, soit le déclenchement en général du mode opératoire de AQMI qui dit que si les combattants sont avec des otages et sont dans une situation difficile, ils exécutent les otages et s'échappent. On peut penser à un scénario d'une voiture relais qui aurait mal tourné, c'est-à-dire que la voiture n'arrive pas à la voiture relais et donc on utilise le scénario d'urgence et donc malheureusement l'exécution. C'est un peu aujourd'hui la thèse qui semble prédominer, en tout cas pour nous à la FIDH. Merci Florent Angel d'avoir été avec nous et on vous tient évidemment informé de toutes les informations sur cette enquête. On passe aux tensions entre le Maroc et l'Algérie. Elles ne sont pas retombées depuis les déclarations d'Abdelaziz Bouteflika, le président algérien, qui avait dénoncé la situation du Sahara occidental. Hier soir, Mohamed VI a prononcé un discours en forme de réplique à Alger. Les réactions ne se sont pas faites attendre. Nicolas Germain. Le roi Mohamed VI n'a pas mâché ses mots en réponse aux récents propos du président algérien sur la situation des droits de l'homme au Sahara occidental. Rabat n'a pas à recevoir de leçons dans ce domaine, surtout de ceux qui bafouent systématiquement les droits de l'homme. Quiconque souhaite surenchérir sur le Maroc n'a qu'à descendre à Tindouf et observer dans nombre de régions alentours les atteintes portées aux droits de l'homme les plus élémentaires. Nous avons joint un responsable du FLN, le parti au pouvoir en Algérie, qui n'a guère apprécié le discours du roi. Nous dénonçons carrément cette manière de défendre une situation et cette manière également de vouloir s'expliquer ce qui ne va pas, lui, par un fait qui est celui de culpabiliser un pays frère dont l'opinion internationale, la communauté internationale a une idée très claire sur ce qui se passe en Algérie. Donc je pense que si nous devons parler des droits de l'homme, je pense que la question doit être posée beaucoup plus au Maroc qu'à l'Algérie. Le Maroc contrôle le Sahara occidental, un vaste territoire peuplé d'1 demi-million d'habitants, alors que l'Algérie, elle, soutient les indépendantistes du Front Polisario. Les deux pays sont engagés dans une lutte d'influence dans la région, mais aussi dans le reste de l'Afrique. Ainsi, en septembre, fait rare, Mohamed VI s'est rendu à l'investiture du nouveau président Ibeka à Bamako.
L'objectif, selon de nombreux analystes, était de signaler à l'Algérie que le Mali n'était plus son précaré. Et on apprend ce soir que le président américain Barack Obama vient d'annoncer qu'il recevrait le roi du Maroc, Mohamed VI, le 22 novembre prochain à la Maison-Blanche. Des tensions diplomatiques entre l'Inde et le Nigeria après l'assassinat d'un jeune Nigérian. Il a été battu à mort dans l'ouest de l'Inde, dans l'état de Goa. C'était le 31 octobre dernier, ce qui a provoqué une manifestation de colère de la part de la communauté nigériane, à l'issue de laquelle la police locale a placé des dizaines de Nigérians en garde à vue pour séjour illégal dans cet État. La communauté nigériane est profondément lésée et offensée, c'est ce qu'a indiqué l'ambassadeur nigérian en Inde. Cette question en République démocratique du Congo, après la défaite du M23, où se trouve son chef militaire, Sultani Makenga? Selon plusieurs sources, il serait en Ouganda avec de nombreux combattants aux mains de l'armée ougandaise. Une information qui n'est pour l'instant pas confirmée officiellement. On fait le point avec Nenayem. Nous l'avions rencontré en janvier dernier dans l'un de ses fiefs, le village de Shanzu, à la frontière avec l'Ouganda et le Rwanda. Sultani Makenga, 39 ans, est le chef militaire de la rébellion congolaise du M23. Il serait aujourd'hui entre les mains de l'armée ougandaise, qui ne confirme pourtant pas son arrestation. Une centaine de mutins du M23 ont été soit capturés par les FARDC, soit se sont rendus d'eux-mêmes, ce que nous encourageons, aux troupes loyalistes. Les circonstances de son arrivée en Ouganda restent floues, mais ont lieu 2 jours après l'offensive victorieuse de l'armée congolaise, appuyée par les Nations Unies. Aujourd'hui, nous sommes contents qu'on ait mis un terme à la rébellion, mais nous savons que le travail n'est pas terminé. Nous allons le poursuivre en éradiquant toutes les forces négatives qui existent dans cette partie du pays. Si des dizaines de bandes armées sévissent dans l'est du Congo, le M23 est accusé par l'ONU et les États-Unis de meurtre, de viol et de recruter des enfants soldats. En 2012, le gouvernement américain avait d'ailleurs imposé des sanctions contre Sultani Makenga. La communauté internationale, je pense qu'ils reçoivent les informations qui ne sont pas réelles. Ils reçoivent toujours les informations qui sont fausses, en provenance de Kinshasa. Mais s'ils veulent savoir la réalité, ils peuvent le savoir. Ça, c'est faux et archi faux. Si l'homme est bel et bien détenu, lui et ses lieutenants le seront jusqu'à la signature d'un accord à Kampala entre les délégués politiques du M23 et le gouvernement congolais. Afrique, l'introuvable démocratie, c'est le titre de l'essai de Kofi Yamian, l'homme politique franco-togolais qui vient de paraître aux éditions Dialogue. Kofi Yamian qui est notre invité ce soir. Kofi Yamian, merci d'être avec nous. Je dresse votre portrait en quelques mots. Vous êtes ancien secrétaire d'État à l'intégration sous François Mitterrand, conseiller régional de Bretagne et député du Finistère. Et puis, vous avez décidé de tenter votre chance de l'autre côté, du côté africain, au Togo, puisque vous avez été candidat à la présidentielle. Alors, en 2005, finalement, vous êtes rétracté. En 2010, on a rejeté votre candidature. Et là, vous avez annoncé récemment que vous êtes à nouveau candidat pour la présidentielle au Togo de 2015. Alors, dans ce livre, vous brossez un tableau très noir, très sombre de l'Afrique. Tout y passe, la corruption, la pauvreté, la dictature, les coups d'État. Est-ce que ce sont les propos d'un homme amer, en colère, après ces échecs successifs au Togo ? Non pas après ces échecs successifs au Togo. Non, mais c'est quand même un cri de colère. Je suis très objectif. Je souffre de ça. Je suis malheureux de voir que tout un continent est à la dérive de cette façon-là. Vous avez cité tous les mots, hein. L'absence d'alternance politique, les mêmes personnes restent au pouvoir pendant 30, 40, 50 ans, comme s'ils pouvaient se lever tous les matins en imaginant quelque chose de nouveau pour leur pays, ce qui est complètement faux. Donc il faut que chacun participe à l'exécution du pouvoir et que l'Afrique se développe dans la paix plutôt que dans la guerre perpétuelle dans laquelle on est. Vous avez même relevé le nombre de coups d'État qu'il y a eu depuis les indépendances. Exactement. 80 coups d'État dans les 50 ans d'indépendance. Ça fait un coup d'État et demi par an, en moyenne. Et la question qu'on se pose, c'est après ce constat aussi dur sur le continent africain, pourquoi avoir envie d'y retourner? Pourquoi être à nouveau candidat à la présidentielle? Parce que, précisément, vous avez dit que j'avais essayé de tenter ma chance. Ce n'est pas tenter ma chance. J'ai une ambition pour mon continent. J'ai une ambition pour mon pays. Je veux que demain,
l'Afrique participe au débat des idées sur le comment vivre bien ensemble. C'est ça la démocratie. Eh bien, je veux apporter ma part à cela. Et je suis fort mécontent que les choses se passent comme ça, que les intellectuels africains ne nous montrent aucune voie, qu'il n'y ait pas de réflexion sur le comment on va vivre ensemble. Tous les continents travaillent sur ce sujet. Et les intellectuels africains nous laissent tomber, ne montrent aucune voie. Pour avoir l'alternance, il faut s'organiser, il y a des règles en démocratie. Est-ce que vous n'auriez pas dû plutôt vous organiser avec l'opposition? Là, on voit déjà qu'il y a 2 candidats potentiels pour 2015, Jean-Pierre Favre, le leader de l'Alliance nationale pour le changement, et vous-même. Est-ce que c'est pas un gâchis et ça va donner... C'est un gâchis, mais peut-être qu'on va finir par s'entendre. On y travaille. Il n'y a pas de raison qu'on parte à 2. Si en 2005... je les avais menacés de me présenter aux élections, c'était à cause de ça. C'est parce qu'ils n'ont pas réussi à s'entendre. Je souhaite effectivement qu'on s'entende et que l'opposition présente un candidat unique face au candidat du pouvoir. Vous en avez parlé avec Jean-Pierre Favre? Bien sûr, oui. On en parle tous les jours. Bon, d'ici 2015, on en a encore le temps. D'ici 2015, on a le temps, on y arrivera. Une toute dernière question. Vous avez évoqué le problème de ces intellectuels, je vous cite, qui paraissent et ne proposent pas d'alternative, des intellectuels africains. Mais est-ce que le problème, c'est pas que beaucoup d'entre eux quittent tout simplement le continent, comme ça a été votre cas d'ailleurs? C'est un problème, un vrai problème. Même si moi, je ne suis pas un intellectuel. Moi, je suis juste un ingénieur. Je ne suis pas un intellectuel. Je ne suis pas un sociologue, je ne suis pas un philosophe. Je n'ai aucune réflexion sur l'évolution des sociétés humaines. C'est ce que je demande aux intellectuels africains. Des gens comme Gaston Kellman, comme Achille Mbembe, qui réfléchissent. Et je souhaite qu'ils nous proposent des voies. Et qu'on sache. Parce que l'Afrique a des cultures, des civilisations. Pourquoi je ne demande pas qu'on transporte la démocratie telle qu'elle fonctionne ici sur le sol africain. Je demande qu'on trouve un modèle africain de démocratie. Bon, on a entendu votre demande. Merci beaucoup, Kofi Yamia, d'avoir été notre invité dans ce journal de l'Afrique. Et c'est avec vous qu'on termine cette édition, Pauline. Merci beaucoup, Pauline, et merci à vos invités. C'était le journal de l'Afrique. C'est la fin de ces 2 heures d'information, mais ce n'est pas la fin de Paris Direct. Ça continue avec Julien Fanchouli juste après la météo. Très belle soirée sur France 24.